17 juin 1979. Vision. L'attaque tantrique. Ma tête, décapée, est couverte d'une poudre vert de gris. Les petites formations de toutes les couleurs. Maintenant, je m'explique mes maux de tête comme un bandeau douloureux. 20 juin 1979. Départ du tome 4, agenda, avec Nicole. À Micheline. Notre affaire de Hutt et de Harry John semble s'être réglée aimablement. Les habitants acceptent de se déplacer plus loin. Leur terrain et tout le terrain sous Land's End sera converti en zone forestière et nul ne pourra y bâtir. Il était temps. De quelques 10 huttes l'année dernière, ils en sont à 22. Tu vois la progression. Reste la mise en œuvre pratique. En fait, c'est une attaque concertée et sur tous les fronts et à tous les niveaux, depuis ces Harry John et Singalais rapatriés jusqu'au reste. L'ennemi n'est pas content du tout. C'est bon signe. Mes maux de tête depuis tant de mois, comme un bandeau douloureux, semblent se dissiper. Ces gens sont dégoûtants d'utiliser ces moyens si indignes. Mes mères en avaient vu d'autres et elle absorbait tout ce poison. J'en ai absorbé pas mal depuis son départ. Mais ce côté négatif des choses s'efface devant le merveilleux positif. En fait, c'est une histoire miraculeuse depuis le départ de mère, d'aide à chaque instant, de protection détaillée, d'organisation minutieuse. Dans tous les détails des êtres et des circonstances, c'est un pur miracle. Tu es l'un de ces miracles. Ça te prenne. 3 juillet 1979. Lettre à Micheline. Si je ne savais pas profondément que le divin se sert de tout, même de nos erreurs, pour aller vers son but, je serais très troublé et inquiet de ce ratage au départ du tome 3. L'émission de Jaïgou, directeur de France Culture, manquée par conséquent, et la bande du tome 3 égarée, la sortie du tome 4 retardée par suite, et celle du 5 renvoyée à l'année prochaine. Il faut regarder les problèmes en face. Quand une force est lancée, si on lui coupe les jarrets au départ, ça ne se colmate pas, ça ne s'arrange pas, c'est gâté. Il y a un temps pour les choses. Si on manque le temps, c'est manqué. Il y a un aspect occulte, ou disons simplement intérieur, du jeu des forces qui devrait être compris. On parle de bataille de mer, mais où est-elle la bataille ? Il ne suffit pas de dire « Monsieur Anceau des services techniques de Robert Laffont fera ceci, Monsieur Machin Chouette fera cela, et chacun sa responsabilité ». Non. La responsabilité, c'est une certaine présence intérieure, suffisamment éveillée pour être tirée là où il y a une faille et pour boucher les 1000 petits traquenards que l'adversaire ne manque pas de susciter partout et à tous les échelons. Il ne suffit pas de donner le paquet de films à Monsieur Anceau. Il y a une certaine manière d'être avec ces films et une certaine manière de volonté qui agit et qui reste dans l'atmosphère comme une petite sonnerie électrique et qui pousse les choses et vous prévient. Ce n'est pas la question de sentir son incapacité et son manque de ceci et de cela, c'est simplement une question de vigilance et de conscience. Nous sommes entourés d'adversaires qui ne ratent pas une occasion. Si l'on a en soi la petite étincelle de mer présente, ces choses doivent être annulées et dissoutes automatiquement. Il faudrait que tous, autour de toi, comprennent et sentent ce que je dis là.
Il n'y a pas à se consoler ou à faire l'autruche en disant « bon, ça sortira un peu plus tard et on va rafistoler l'émission de Jaïgou ». Il y a un temps manqué. Ce tome 3 et chaque mouvement fait partie d'un immense échiquier dont nous, ne voyons qu'un microscopique coin mal éclairé. Mais il y a un immense tout qui se tient par des fils invisibles, et le faux mouvement, ici, décale ou fausse une quantité de choses, là et là et là. Depuis 1973, j'ai vécu à l'heure près, et quelquefois c'était à la minute, comme si tout dépendait de l'exactitude de chaque tâche. Et en effet, c'est une immense chaîne, et il fallait être à l'heure à chaque pas. Et une conscience super éveillée. C'est ça, la bataille. Et encore une fois, ce n'est pas une question de super capacité yogique. Les capacités yogiques, elles foirent comme tout le reste. Ce qui ne foire pas, c'est ça dedans. Cette petite aspiration à faire la tâche exactement. Et pour cela, il ne faut pas perdre de vue la hiérarchie des choses, si je puis dire. Pas s'embrouiller dans une centaine ou un millier de problèmes de détails, bien que chaque détail soit important. But first come first. Quand on lâche un bébé dans la rue, on ouvre l'œil aux camions et aux motocyclettes. Il y a un instinct de mère, non? Elle ne lâche pas de l'œil son marmot. C'est un peu comme cela au-dedans. Cela n'empêche pas qu'on puisse aussi penser à la course chez l'épicier, mais il y a quelque chose qui domine dans la conscience. Excuse ce long discours, il faut au moins que nous profitions de notre accident. Voilà. Offre ça à mère, avec tous les autres qui travaillent. Offrez ça pour qu'elle mette de l'ordre dans vos consciences. C'est la leçon à tirer. Tout est une leçon. L'Institut n'est pas une administration, c'est un lieu de bataille. Chaque petite tâche exactement comme il faut, à son heure juste. Voilà, j'arrête mon sermon. Mais vraiment, l'heure est assez sérieuse dans le monde. C'est un jeu très serré. Ça te prenne. 8 juillet 1979. Deuxième visite de la police. Nous sommes, entre guillemets, à proximité d'un camp militaire, Wellington. 9 juillet 1979. Lettre à JRD Tata. Bien cher ami, les choses prennent un tour sérieux. Je ne sais pas ce qui peut être fait pratiquement, puisque le système tout entier est corrompu. Il est très douteux que ce qui pourrait être fait au sommet traverse intact et atteigne les niveaux inférieurs. Vous comprendrez. Hier, le 8, nous avons eu une deuxième visite de la police. Cette fois, ils voulaient des renseignements sur le Mothers Institute of Research. Ils sont venus sur ordre du Foreigners Registration Office de Pondichéry, le bureau des étrangers, et comme la dernière fois, le principal prétexte à leur enquête ou leur cible officielle était Roger Toll, qui traduit l'agenda en anglais. La cible réelle étant moi-même, et notre institut et Sir C.P.N. Singh. Les gens de Pondichéry, Ashram plus Nava, veulent détruire mon travail et me faire expulser de l'Inde. Après une rude discussion avec le policier, nous avons obtenu de pouvoir lire la note officielle du Bureau des étrangers de Pondy à celui de Outi. Cette note était ainsi. Roger Toll est un étranger qui voyage beaucoup en Inde. Étant donné la proximité du camp militaire de Wellington, son cas demande considération. Pouvez-vous donc obtenir tous les renseignements nécessaires sur le Mothers Institute of Research? Vous voyez. La police a insisté pour savoir si nous avions d'autres instituts en Inde, sous-entendu un réseau d'espionnage. Navajata a répété partout que Roger Toll est un agent de la CIA. Roger est sur sa liste noire, mais la cible est en réalité le travail de l'agenda. Et Satprem, dont le visa d'1 an est d'ailleurs arrivé à terme en mai dernier. J'ai fait une demande pour 1 an et j'attends. Je vous aime beaucoup. Satprem.
11 juillet 1979. Lettre de Satprem à sa mère. Ma petite mère aimée, tes lettres sont douces et lumineuses comme la baie. Je ne peux m'empêcher de regretter que nous ne marchions pas ensemble physiquement dans la forêt et à travers les champs de thé. Comme toi, je sens à la fois cette distance d'avec les êtres et cette proximité immédiate, comme si l'on vivait dans un lieu du monde très doux, très large et comme au cœur de chaque chose, mais en même temps comme à des années-lumière et pour toujours dans l'éternel. La vie n'est plus enfermée dans un corps et dans un nombre d'années. Nous avons marché ensemble au bord du Nil ou de la baie et regardé un même miroitement du ciel sur les eaux, et nous regarderons encore d'autres fleuves, mais un même ciel toujours. J'ai revu François plusieurs fois ces temps derniers. Il faisait du bateau. François est le frère suicidé de Satprem. C'était comme une coque qu'il avait lui-même charpentée. Tu vois, on navigue toujours ici et là. Les vieilles peines nous quittent. Il reste cette douceur. Je crois que dans l'évolution qui vient, cette frontière entre notre monde et les autres va s'amincir et disparaître. La conscience naviguera dans n'importe quel monde et partout, sans oublier. Alors la mort sera comme une vieille histoire des temps primitifs, et les religions s'évanouiront parce que il y aura cette douceur vivante partout. Au fond, nous sommes des bébés hommes, pas des hommes complets encore. Nous vivons maintenant la fin du cycle obscur. Les vieux mensonges se débattent, mais déjà une lumière nouvelle filtre à travers l'éclatement du vieux monde. Nous sommes avec cet avenir. Nous aidons à le fabriquer. C'est pour cela que tu m'as mis sur la terre. Comme toi, il y a quelque chose d'indompté et de rebelle dans mon sang, quelque chose qui dépasse tous les petits cadres de leur vieux monde. Nous préparons une nouvelle navigation du monde, un autre mode d'être libre et vaste, et pourtant si semblable à celui que je connaissais, enfant, dans Bagheera, ou toi sur la côte. Oui, je suis ton petit, de toujours, et pour toujours. Ma tendresse ne te quitte pas. Nous n'avons pas fini ensemble. Satprem. Maman, je vous embrasse très fort. Vous êtes très présente, Sujata. Rappel, Bagheera, c'est le bateau de Satprem quand il était adolescent. 12-13 juillet 1979. Vision. Le déraillement. Le dernier wagon qui entraîne tous les autres dans le précipice. 15 juillet 1979. Chute de Morarji. Note de bas de page. Morarji Desai, le Premier ministre de l'Inde depuis 1977. C'était peut-être la dernière chance pour l'Inde de prendre une autre direction que les Nehru-Gandhi. Le déraillement de ce gouvernement allait entraîner des élections générales et le retour au pouvoir d'Indira Gandhi en janvier 1980. Celle-ci allait prendre une voie désastreuse, probablement sous l'influence de son gourou escroc. C'est l'étalage d'une immense corruption, les violences, la montée du terrorisme au Punjab, nourrie au départ par Indira à des fins politiques. En juin 1980, son fils préféré, Sanjay, qui était devenu son bras droit, meurt dans un accident d'avion. En novembre 1984, Indira sera assassinée par ses gardes du corps, sikhs. Plus de 2000 sikhs seront massacrés en Inde dans les jours qui suivront. Son fils aîné, Rajiv, qui lui succédera, sera assassiné à son tour en mai 1991. 18 juillet 1979. Lettre à Micheline. Tout le monde est un peu essoufflé ici, sauf Mohini, merveilleuse, qui a travaillé 23 heures sur 24. Mohini, c'est
l'imprimante. Voilà. Enfin, voilà terminé et façonné l'outil de notre prochaine conquête. Tu sais l'importance que Mère attachait aux États-Unis. Il va falloir protéger comme un cerbère la sortie de ce premier tome anglais, c'est-à-dire que personne, même les meilleurs amis, même les membres de l'Institut, ne doit avoir entre les mains un seul exemplaire de ce livre avant qu'il soit pris par un éditeur américain ou solidement accepté par un distributeur américain. Sinon, tu sais comment c'est. Le livre ira directement dans les mains de Pondichéry et ceux-ci feront comme avec Lafon. Lettres de menace à l'éditeur américain, spectre de procès, etc., qui décourageront tout éditeur américain. Nous ne trouverons pas partout un homme comme Lafon qui saura résister au chantage. Même consigne pour le matérialisme divin anglais qui va suivre incessamment. Voilà. Nous sourions et nous avançons pas à pas. Des petits livres qui vont changer le monde. Avec confiance et beaucoup d'amour. Satprem. 20 juillet 1979. Fin de l'agenda 5. 23 juillet 1979. Lettre à Gloria, une Aurovillienne, dont le mari vient d'être grièvement blessé lors d'une mystérieuse attaque nocturne. Je suis très triste de ce qui vous arrive personnellement et à Auroville. Mais en même temps, j'ai eu l'impression que c'était un grand et bon tournant. Tu vois, les choses mauvaises ne sont jamais totalement mauvaises parce que c'est le divin qui conduit le monde, non le diable. Et s'il nous envoie le diable, c'est pour apprendre nous-mêmes à être plus divins. Jusqu'au jour où l'on sera vraiment pur, alors le diable s'évanouira parce qu'il n'aura plus d'utilité. N'est-ce pas ? Nous sommes au moment critique où il n'y aura plus de compromis. On doit choisir totalement et absolument. Depuis des années, on a laissé tout le temps qu'il faut à Auroville pour ouvrir les yeux et voir clair. Maintenant, il faut être clair, sans ambiguïté. Notre seul salut, c'est la confiance, en lettres majuscules, en Mère et en Sri Aurobindo. Auroville a ouvert la porte à tous les mensonges et à toutes les illusions, s'imaginant être assez malin et assez fort pour absorber tout et faire un mariage de tous les contraires. On a accepté les Navas, les XYZ, les forces d'argent, les forces tantriques, et Auroville est comme une mouche dans une toile d'araignée. Vous êtes tous très enfantins. Vous croyez qu'on peut faire l'unité spirituelle avec tout, jouer avec tout. Vous vous gargarisez de grands vocabulaires, mais derrière, il y a des forces plus malignes que vous, qui se servent de votre sottise et de votre ambiguïté pour se glisser dans la maison et vous pourrir du dedans, vous diviser et vous aveugler. Surtout aveuglé. Il est temps qu'Auroville comprenne qu'il n'y a pas de compromis, qu'il n'y a qu'un seul espoir et qu'une seule solution, c'est d'être pur et de nettoyer la maison de toutes ces toiles d'araignée et de comprendre qu'il n'y a qu'un seul pouvoir et une seule protection, une seule issue, c'est Mère, Sri Aurobindo et seulement eux. Vous croyez que l'on peut impunément jouer au petit tantrique ? Mais vous ne savez pas quelle force vous invitez. Vous vous faites rouler comme des mouches dans la toile. Vous croyez qu'on peut s'entendre avec les XY et ils vous enroulent dans leur crasse mielleuse jusqu'à ce que vous soyez tous bien divisés et n'y comprenant plus rien. Voilà des années que je répète la même chose. Quand j'ai dénoncé la première fois Nava et la SAS, 80% des Aurovilliens ont poussé des cris d'indignation. Peu à peu, la vérité se révèle. Mais maintenant, il est temps de jeter dehors tous ces faussaires, sinon c'est vous qui serez mangés. Et on vous tapera sur la tête jusqu'à ce que vous ayez compris. C'est vous-même qui ouvrez la porte à l'ennemi au nom de l'unité spirituelle ou au nom du sacro-saint money power
au nom de Tantra et de tous les textes sacrés de l'Inde, mais mère pure, mère simple, Sri Aurobindo pure, qui en veut? Quelle force voulez-vous? Quelle protection voulez-vous? Celle de mère? Le mantra de mère? Ou les petits mantras tantriques pour avoir des petits pouvoirs et jouer les charlatans sur la place publique? Vous ne comprenez donc pas à quoi vous ouvrez la porte? 2 fois on a essayé de me tuer. Une fois dans les canyons, ils étaient 3, et j'étais comme un enfant devant eux. Il y avait seulement le mantra de mère qui battait dans mon cœur, et ils n'ont pas pu me toucher. Une 2e fois, on a voulu me tuer. Entre crochets, ici, plusieurs lignes barrées au feutre violet. Maintenant, vous comprenez? Est-ce que vous allez continuer à jouer avec tout ça, ou nettoyer votre maison de tout ce mensonge? Il est temps. Il est grand temps. Je t'embrasse, petite, et j'ai confiance en vous. Nous sommes ensemble dans la lutte contre le mensonge. Saprem. 1er août 1979. Début de Gringo. Note de bas de page. Un conte, littéralement, l'étranger. L'histoire successive d'un hors-la-loi sous divers climats et à travers divers siècles jusqu'à ce qu'il arrive à la loi, avec un L majuscule, et au pays de toutes parts. 20 août 1979. L'attaque tantrique continue. 27 août, juste à propos de Gringo, c'est vraiment... moi je dis qu'on est à l'heure de Gringo, donc c'est un livre pas à lire, mais il faut plonger dans ce livre. Là on est en 2024, on est à l'heure de Gringo, tout est dit dans Gringo. Bon. 20 août 1979, l'attaque tantrique continue. 27 août 1979, lettre de Saprem à sa mère. Ma petite mère aimée. J'ai laissé passer ce 15 août, puis cette Saint-Bernard sans t'écrire, mais je suis si présent près de toi, et figure-toi, je suis plongé dans une nouvelle création, un conte pour les enfants cette fois-ci, ou plutôt une légende. Je suis tellement absorbé là-dedans, avec en plus la publication des agendas de mère, que je ne sais pas très bien où donner de la tête et je ne sais plus dans quel monde je suis. Un monde de beauté en tout cas, mais c'est difficile de tirer la beauté sur la terre. Si j'arrive au bout de mon entreprise, tu seras certainement la première à me lire là-bas. Peut-être terminerai-je vers la fin d'octobre pour mon anniversaire, si tout va bien. Mes nilgiris sont paisibles et beaux. Tous les mimosas sont en fleurs et on se promène dans une forêt de mimosas. Le chemin qui mène à la maison est comme une grande arche de bouquets jaunes et parfumés. Et puis c'est la saison où mon grand cerisier du Japon est croulant de fleurs comme une cataracte rose avec des centaines de petits oiseaux-mouches qui viennent s'enivrer du suc des fleurs. Quelle grâce d'être dans ce coin de beauté au milieu de la marée obscure qui grandit. Je travaille, je suis en paix, j'essaie d'amener un peu de beauté pour réjouir le cœur des hommes. Tu es si proche. Avec mon amour, Saprem. PS. J'oubliais de te dire quelque chose d'assez curieux à propos de ce rêve de François qui me disait « Je reviens » avec une telle joie. Dans mon rêve que j'ai noté, François m'a dit, ou une voix derrière François, je ne sais pas, un mot, un nom que je n'ai pas compris et qui était comme son nouveau nom. Ce mot que j'ai noté était Coran, C-O-R-E-N-T. Cela ne veut rien dire.
J'ai pensé tout de suite à Corentin. Et puis ta dernière lettre me parle d'un petit Laurent. Est-ce que ce n'est pas cela que j'ai mal entendu? Dans mon carnet, à la date du 17-18 octobre, nuit, j'ai noté François, je reviens, Coran. Curieux. Tu m'écris que Laurent est né le 18 septembre, donc un mois plus tôt. Mais il est très fréquent que l'âme attende pour rentrer dans le corps jusqu'à ce que l'état physique du bébé soit tout à fait sûr et établi. Enfin, je n'en sais rien, mais très bientôt, il te sera facile de comprendre, de sentir s'il y a quelque chose là qui correspond à François. Ça peut se sentir, le cœur comprend à tâtons. La vie est une chose pleine de mystères et tout est merveilleux. On découvre la merveille peu à peu. 19 septembre 1979. Fin de Gringo. Donc 1 mois et demi pour écrire Gringo. Et Gringo, c'est vraiment le livre que personne ne lit. Ça, c'est vrai. Donc 20 septembre 1979. Abcès dentaire, le tantrique musulman. 30 septembre 1979. À Micheline. J'ai terminé hier seulement la révision de mon compte et je t'écris sans perdre de temps. C'était une avalanche de travail. Je suis aussi dans les dernières pages de l'agenda et puis un vilain abcès dentaire qui a duré 10 jours et s'est terminé hier par des extractions. Or, la nuit hier, j'ai vu un musulman tantrique qui répétait avec acharnement des mantras. Ils ont donc loué une fois de plus les services de ces vilaines gens. Ça donne de mauvais jours, mais ils doivent se sentir perdus. Après tout, c'est bon signe que les forces soient si acharnées contre tout notre travail. Affaire Mira au Canada. Note de bas de page, une soi-disant réincarnation de mère. De quel droit cette association canadienne se sert-elle du nom d'Auroville pour ramasser des fonds à des fins qui ne concernent pas Auroville? C'est un détournement de fonds pur et simple. Nous n'entrons pas dans le problème sentimental et véridique. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent et de penser ce qu'ils veulent, mais qu'ils fassent alors une association de Mira et que personne ne soit trompé. Sont-ils là pour aider Auroville ou pour aider Mira ou je ne sais quel hurluberlu réincarné demain de Bouddha, après-demain de Krishna et dans quelques jours de Sri Aurobindo? L'abîme de la sottise humaine est insondable. Sri Aurobindo l'a dit plus d'une fois. Enfin. Rachel a raison, c'est toujours la même chanson partout. Ils profitent du nom de mère, de Sri Aurobindo, d'Auroville ou de l'agenda pour mener leur petite affaire. Ils sont tous comme cela. En hâte, je t'embrasse, cette prème. 7 octobre 1979. Lettre à une Aurovillienne. J'ai lu cette infâme lettre de la SAS mettant paix à la porte au nom de l'idéal de l'unité humaine, avec la police par derrière. Y a-t-il donc encore des aveugles à Auroville? Mais je veux vous dire une chose. Nous arrivons maintenant à la fin du combat. Ce sont les derniers jours ou mois. Ils sont vaincus, ils sont désespérés et agissent comme des désespérés. Gardez votre foi et votre courage en dépit de toutes les apparences, et bientôt, oui, bientôt, Auroville sera libre. Ce qu'il faut absolument, c'est que quelques êtres purs gardent leur flamme, leur foi en mer. Ils s'imaginent qu'elle est morte. Ils croient que Sri Aurobindo est mort. Mais bientôt, quand l'ensemble des circonstances seront prêtes dans l'Inde et dans le monde, ils nous montreront la merveilleuse vérité qu'ils ont préparée pour la terre, et tous ces fantômes disparaîtront comme des rats.
Les derniers jours du combat sont les plus difficiles, mais il n'y a que notre flamme, notre amour pour eux, qui peut nous tirer de l'autre côté, rien d'autre. Que la confiance, la foi et la flamme soient avec vous. Tendrement, Satprem. 11 octobre 1979. À mes amis italiens. Nous sommes au temps de la confusion. Chacun brandit son idée, sa recette, son sentiment irréfutable. Chaque voix contredit l'autre, qui contredit l'autre, et tout est une énorme contradiction. L'argent règne derrière les idéologies, et les spiritualités sont une façade. Les églises prolifèrent, les sectes prolifèrent, le mensonge prolifère dans toutes les langues et sous toutes les étiquettes. Mais l'homme simple, l'homme tout court, qui a seulement un cœur et un besoin de remplir ce cœur, pas avec des mots ni des idées, mais avec un peu d'air léger et clair qui fait qu'on respire mieux, qu'on vit mieux, qu'on aime mieux. Qu'est-ce qu'il a pour se nourrir? Qu'est-ce qu'il a pour vivre mieux? La seule chose qui remplit, c'est l'expérience, pas celle du voisin, la sienne. Le jus de raisin ne se discute pas, il nourrit, il faut goûter. Tout le reste, ce sont des discours. Satprem n'a pas de discours à faire. Il veut nourrir les gens. C'est son métier, entre guillemets, si je puis dire, depuis qu'il écrit des livres. Faire circuler un peu d'air vivant et léger qui gonfle le cœur et la poitrine. Ça ne se discute pas. On goûte et on est nourri ou on ne l'est pas. Et si on ne l'est pas, on s'en va, c'est tout, c'est simple. Satprem n'a aucun intérêt, entre guillemets, dans la vie, ni d'argent, ni de célébrité, ni de gourou, ni de rien, parce que, figurez-vous, il s'est réveillé un matin, nu et mort, à l'âge de 20 ans, dans une cour de camp de concentration. Après cela, on n'a plus envie de rien. On est mort, une fois pour toutes, à un certain monde. Après cela, on n'a plus besoin que d'une chose, une nourriture vraie. Ou alors on meurt debout. Et c'est parce qu'il a eu ce besoin de nourriture vraie, de quelque chose qui remplisse vraiment, que Satprem existe et continue de vivre. Pour rien d'autre. C'est pour cela qu'il a vécu près de mer, pour rien d'autre. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'apporter à l'Italie un peu d'air vivant et de force vraie. L'agenda de mer est cette force, et cet air, et cette nourriture active. Et c'est pour le répandre que nous avons fondé en France cet institut. Peu nous importe les étiquettes. On peut appeler cela institut ou auberge, ce n'est pas le nom qui compte. C'est la nourriture qu'on y trouve. Nous ne voulons pas un nouveau centre pour y faire des discours et des méditations. Nous voulons le moyen de distribuer aux gens la force pure, intégrale, que représentent les 13 volumes de l'agenda de mer. Et comment faire? Pour cela, il faut qu'un certain nombre d'individus, d'abord, s'intéressent à cette nourriture, puis trouvent les moyens de la distribuer sur le marché. C'est simple et évident. Il faut traduire et imprimer. Cet agenda, il n'y a pas eu de document plus important sur la Terre depuis Darwin et de l'origine des espèces. C'est un document de l'évolution expérimentale. Quel est le procédé? Le chemin pour passer à la prochaine espèce terrestre, celle qui est en train de se fabriquer, que nous le voulions ou non, à travers toutes les confusions et toutes les douleurs du vieux monde. C'est l'expérience de mer, pure, simple, cristalline. Alors, comment voulez-vous aider à la publication et à la distribution de cette nourriture-là? Est-ce que cela vous intéresse? C'est la seule question. Et comment réunir pratiquement ceux qui veulent aider à ce travail? Encore une fois, nous nous moquons tout à fait des étiquettes, mais il faut un organisme, un point de réunion et d'organisation du travail. Il faut réunir des fonds pour imprimer et distribuer les livres, trouver l'éditeur ou le distributeur, etc. Et d'abord imprimer un livre, un seul.
Avec le produit de la vente du premier livre, nous pourrons imprimer le deuxième et ainsi de suite. Mais il faut commencer quelque part. Comme en France, cette entreprise n'a aucun but lucratif ni même spirituel, entre guillemets. Nous sommes seulement des dépositaires d'une nourriture précieuse que nous voudrions faire goûter au plus grand nombre de gens possible. C'est simple et clair. L'institut ou l'organisme, quel qu'il soit, est là simplement pour veiller à ce que les fonds soient utilisés pour le travail, sans bénéfice pour aucun individu, aucune nouvelle église, entre guillemets, aucune nouvelle association et aucune petite chapelle. C'est un organisme de diffusion pratique. Si cette entreprise vous intéresse, je vous propose que nos amis d'Italie d'abord écrivent à notre institut de Paris pour dire que cela les intéresse. Ensuite, que ces 10, 20 ou 50 personnes intéressées se réunissent en Italie, à un endroit que nous fixerons, et là, que ces personnes s'entendent pour former un organisme de travail qui sera chargé de répartir les tâches et de réunir l'argent nécessaire, comme nous l'avons fait en France. Il ne s'agit pas de voir grand, mais de marcher pas à pas, un livre après l'autre, et de donner à l'Italie un peu de cette force vive et vivante que représente l'expérience de mer. Voulez-vous collaborer? C'est urgent. Et avec mon cœur, je dis à mes amis italiens que je les aime beaucoup. Ça te prenne. 25 octobre 1979, écrit à Giscard d'Estaing. 9 novembre 1979. Lettre à Sir Cyprian Singh, traduite de l'anglais. La seule chose qui me préoccupe constamment, jour après jour, c'est la condition de l'Inde. Je n'ai aucun doute que si l'on permet aux choses de suivre leur cours habituel, Indira-ji remportera une victoire absolue. Mais ce n'est pas simplement la question de succéder à cette pourriture. La question est de changer radicalement la pourriture qui a contaminé chaque couche de l'Inde, du haut en bas. Indira-ji est-elle prête à un changement si radical? Mon sentiment est que si nous ne sommes pas prêts à effectuer ce changement radical et total, il nous sera imposé par le pouvoir de circonstances écrasantes, comme dit Maire. L'Inde doit être purifiée. Si nous n'avons pas le courage de faire cette purification, elle nous sera imposée. Non, il ne s'agit pas de succéder à cette force obscure, il faut qu'il y ait quelque part, dans un cœur, la détermination absolue d'opérer un vaste changement radical. Indira-ji est-elle prête à jeter tous ces politiciens et cette prétendue démocratie, entre guillemets, à la poubelle? Si elle ne l'est pas, la force suprême ne lui permettra pas de succéder simplement. Elle créera d'autres circonstances difficiles pour parvenir à son but, qui est de nettoyer l'Inde et de la faire traverser les portes du nouveau monde. Un nouveau monde n'est pas la continuation du vieux monde, ni même une amélioration de la même vieille pourriture. Satprem. 5 décembre 1979. Lettre personnelle. Je te tiens compagnie tandis que tu es chez Lafon et que les puits de pétrole attendent au chaud dans le ventre de la terre. Gringo regarde, se gratte la tête et se demande si, enfin, les yeux noirs vont rouler par terre. En somme, il s'agit de balayer toute cette mocratie du monde sans balayer la terre en même temps. Que dit Sri Aurobindo dans son grand fauteuil vert? On dirait que la conjonction est bonne, mais Gringo, c'est aussi une espèce de signe. Il doit être là à l'heure juste, non?
Et puis il y a eu ce formidable déraillement, c'était assez formidable, juste avant le balayage de Morarji Desai, le premier wagon dans le précipice. Ça doit suivre, non? On y est. On y est. Ce n'est pas possible autrement. Pourquoi est-ce que je sens ce gringo comme une sorte de symbole au milieu de tout ça? Bon, alors tu vas rescaper le chapeau claque américain ou quoi? Et le chapeau d'ayatollah et tous les petits chapeaux? Non mais enfin, ce serait drôle pour une fois. Sans oublier l'énorme turban d'une certaine prochaine poubelle. Note de bas de page, voir carnet, tome 1, 16 février 1974, page 88. Ce turban, Europresse, publiait alors une feuille de chou intitulée « Le prochain avenir ». Robert suggérait un virus cérébral qui rendrait gâteux subitement tous les dirigeants du monde. Pas mal aussi si le divin avait de l'humour. Mais enfin, flûte, qu'on en finisse. Il serait temps pour notre chola qui s'en va à toute allure en petits morceaux empilés à 4 roupies le kilo. Tu vois, rien de nouveau. Mais j'attends l'heure du formidable rire. Ce jour-là où on se serrera les côtes pour 900 siècles d'attente. Et Ragni trépignera des pieds. J'avais écrit à Yolande au début de l'année 79, l'année de la grande faille. Est-ce que je vais me couper la langue? Cette paix concrète, entre guillemets, ce changement de niveau que tu as opéré épineusement, entre guillemets, quand c'est dans le corps, ça ne bouge plus. C'est un état. Avec ça, tu es armé pour traverser tous les tropiques ou les antarctiques parisiens ou américains. C'est une température constante. En fait, on est roi. Maintenant, il faut apprendre l'utilisation dans la matière, le mécanisme. Ce qui est très difficile, c'est de perdre conscience de soi, même physiquement. Tant que l'on se voit être ou se sait être, c'est comme subtilement faussé. Dans l'état d'oubli total, ça fonctionne très bien. On apprend à l'usage. C'est évidemment un état où l'on ne veut rien. Alors ça se passe tout naturellement, sans créer la moindre réaction chez quiconque. Dans cette neutralité transparente, on est dans les autres corps aussi. Et spontanément, on sent, ou le corps sent, ce qu'il doit faire et comment et au moment juste. C'est très spontané. Et ça communie avec la spontanéité de l'autre, ou ça crée la spontanéité dans l'autre. Tout cela ne s'explique pas avec des phrases et se révèle à l'usage. Mais la clé, c'est vraiment cette transparence nulle qui ne veut rien, ne sait rien, ne peut rien et ouvre de grands yeux comme un enfant. Simplement, on est dans la paix concrète et ça se passe tout seul. Tout de même, c'est le temps des cavernes là-bas. C'est étrange, cette espèce d'anthropoïde pourvu de philosophie et de mathématiques, mais tout de même parfaitement anthropoïde. Et tout a l'air faux. On se demande comment ils peuvent fonctionner dans ce nuage d'irréalité. Enfin, c'est très bien. Tu peux mesurer le chemin parcouru. Moi, je m'enfonce de plus en plus dans le non-chemin. Tout a l'air d'une sorte de divagation douteuse, sauf ce qui se passe dans le corps directement. Enfin, je regarde, et j'attends et j'attends. En fait, l'autre étape, c'est de passer de la paix concrète à la connaissance concrète. La dernière étape, ce doit être la joie concrète. Alors là, on volera. Excellent programme.
La télé ici, tu me donnes le frisson. Vraiment, je vais souhaiter un bon déluge. Tu vois cette horde à Land's End, dans ma chambre? On appuie sur le bouton et je dois débiter des sagesses, photogéniques et prophétiques. Et je n'ose pas dire non. J'ai toujours peur de ne pas faire le boulot. Enfin, voyons si le déluge sera de mon côté, ou la panne de pétrole. Hé Marcel, le générateur est en panne. Mince, dit Gringo. Ici, nous hésitons toujours entre les nuages, les pluies et parfois un timide rayon de soleil, rarement. Non, ce qui est affreux, c'est la dévastation sans contrainte du Chola. Si quelque chose ne vient pas arrêter ces rats, il ne restera plus que de la terre grattée avec des taudis de Harry John. C'est inéluctable. Il faut que quelque chose se produise. Moi qui crois toujours au miracle. Oui, écrire est une façon de cogner contre le mur. Je cogne et cogne. Ça te prenne. 12 décembre 1979, lettre personnelle. Une bonne nouvelle, la Grèce va s'ouvrir. 6 juin, la lettre de cette Victoria. J'ai eu une très bonne impression et j'ai répondu avec toute la force pour que le mouvement se déclenche là-bas. Pays après pays, nous devons conquérir la terre pour Mère et Sri Aurobindo. Il suffit d'une graine dans chaque pays. Donc, réservez un accueil chaleureux à cette première messagère de l'Iliade. Nicole a débarqué ce matin en coup de vent à Land's End et repart demain matin. Elle est très courageuse. J'apprécie beaucoup. Ici, depuis 3 mois, nous sommes toujours dans les brumes. Je suis content d'avoir viré ce mois de novembre si difficile. Je regarde le monde. Sera-ce le chemin long, interminable? Je n'arrive pas à y croire. Je sens, d'une manière presque suffocante, l'urgence physique du changement. L'autre jour, je suis tombée sur quelques statistiques qui résument parfaitement ma suffocation. Il a fallu des milliers d'années pour arriver au premier milliard d'hommes. C'était en 1830. Il a fallu 100 ans pour arriver au deuxième milliard d'hommes en 1930. Il a fallu 30 ans pour le troisième milliard, 1960, et 14 ans pour le quatrième milliard, 1974. Note de bas de page. 15 ans plus tard, en 1999, nous en étions au 6e milliard. On voit ça très concrètement ici. Ils font chacun 12 bébés. C'est effrayant. On dit que les rats quittent le navire en détresse, mais quand c'est un océan de rats. Et en même temps, je sens d'une façon si concrète une croissance concrète de mer. Moi qui ne vois rien, qui suis bouchée comme une bouteille de muscadet, je sens mer presque comme si elle était physiquement dans ma chambre, ou n'importe où d'ailleurs. Il y a des moments où ce n'est pas moins intense, pas moins concret que quand elle me prenait les mains et s'en allait pendant 3/4 d'heure en m'emportant dans un océan de feu immobile. J'ai l'impression que j'en ai plein la bouche, plein la figure. C'est massif. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? J'ai l'impression d'être là à regarder le monde comme une sorte de rayon qui balaye la nuit à la recherche de la moindre crevasse. Où est la faille ? Évidemment, mon fort.
Il faut forer l'Amérique. Chaque livre fait le forage, mais il doit bien y avoir une certaine conjoncture quelque part inattendue. Je rabâche. Mais c'est une façon de cogner contre le mur. Je reste songeur. J'avais bien noté le doute de Lafont. Est-ce que Gringo touchera ceux qui ne connaissent pas l'histoire de mer? Mais ça me semblait si bizarre que je ne m'y étais pas arrêté outre mesure. Et puis ta lettre m'ouvre les yeux plus brutalement. Des clés? Mais bon sang, qu'est-ce qu'il y a de caché et d'ésotérique là-dedans? J'avais l'impression que n'importe quel Hottentot doué d'alphabet devait pouvoir comprendre qu'il n'y avait besoin de rien connaître, entre guillemets, sauf de suivre le fil de l'histoire. Pas une minute je n'ai pensé à l'ashram. Je pensais à l'évolution terrestre. Je voyais un océan, et tout d'un coup on me découpe un petit bocal là-dedans. Je n'avais pas vu ce bocal-là. Dis-moi, est-ce que Gringo est vraiment pour les initiés, avec un grand I? Est-ce que Candide était pour les initiés de Voltaire? Je ne sais pas. Je vais essayer de faire une introduction explicative, mais je n'arrive pas encore à comprendre ce que j'ai à expliquer. Enfin, je verrai ce que ma plume voudra dire, demain peut-être, et j'enverrai mon exégèse à Lafont, mais tout de même. Au fond, c'est peut-être moi le seul Hottentot parmi ces électroniciens de l'intelligence. Je me découvre de plus en plus candide. D'ailleurs, j'ai confiance en tout, en lettres majuscules, sauf dans cette nuée, dans cette marée de rats qui ne me dit rien qui vaille. Dis donc, ça fait beaucoup de rats. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Mais please, Ma Sarasvati et consorts, épargnez-moi l'équipe de télé. Ça te prème. Fin de l'année 79.